Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion trimestrielle. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, traditionnellement, nous allons démarrer par le personnel du groupe Thermador et une bonne nouvelle, nous sommes maintenant plus nombreux. C'est une question qu'on nous pose souvent, les investisseurs nous demandent, nos actionnaires nous demandent si nous parvenons à recruter. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes parvenus à recruter 30 personnes durant ce trimestre. Nous étions 684, nous sommes maintenant 714. Nous avons passé la barre des 700 personnes. Bienvenue aux nouveaux arrivants, beaucoup de jeunes. Ça nous fait un grand plaisir d'avoir tous ces jeunes dans le groupe Thermador en espérant qu'ils fassent une très très longue carrière. Ces recrutements étaient vraiment nécessaires. Vous le savez, ça fait des mois, des années que nos équipes travaillent très dur. Et donc, nous avons besoin de plus de personnes pour bien travailler et assurer l'avenir. Alors, cette activité du troisième trimestre, comme nous l'avions anticipé, est toujours en croissance, mais la croissance ralentit fortement. Vous vous rappelez sans doute qu'au premier trimestre et au deuxième trimestre, nous avions eu des croissances tout à fait exceptionnelles. Donc nous revenons sur un niveau de croissance beaucoup plus normal, je dirais, à 5,4% sur le troisième trimestre. Ce qui est intéressant tout de même de regarder, c'est la croissance par rapport à 2019. Et là, la croissance reste substantielle, puisque sur 2 ans, au troisième trimestre, nous avons fait une croissance de 16,6%, ce qui sur 2 ans est tout à fait remarquable dans nos métiers. Vous voyez dans le graphique que vous avez sur les yeux la croissance organique du groupe sur plusieurs trimestres depuis une longue période, depuis 2017. Là encore, vous voyez graphiquement le caractère tout à fait extraordinaire des 2 premiers trimestres de cette année, donc, et tout particulièrement du deuxième trimestre 2021. Encore une fois, je rappelle, sur ce deuxième trimestre 2021, nos clients ont sans doute anticipé beaucoup de leurs commandes, et ce qui s'est traduit par un transfert de chiffre d'affaires en faveur du deuxième trimestre et en défaveur du troisième trimestre. Ce deuxième trimestre 2021 restera sans doute un record difficile à battre. Et dans la lettre aux actionnaires que nous vous avons envoyée, la lettre numéro 104, nous disons que le semestre qui arrive, le semestre 2022, sera sans doute un semestre extrêmement difficile parce que l'effet de base, comme on dit dans la finance, sera très élevé. Donc voilà pour la croissance organique au troisième trimestre. Qu'est-ce que cela donne en cumul et d'une manière simplifiée? Vous avez les éléments détaillés par filiale dans notre lettre numéro 104. Donc d'une manière simplifiée, les canaux grande surface de bricolage, grand public, nous allons dire, et les canaux professionnels. Le canal grand public au troisième trimestre a marqué le pas. C'est également vrai au cumul. Cependant, vous voyez sur ce tableau que le canal grand public sur 2 ans a une progression de 26%, ce qui est tout à fait remarquable. Et c'est également ce que nous constatons sur le canal professionnel, une progression tout à fait remarquable sur 2 ans, avec une très bonne progression en 2021. Donc la dynamique était au début de cette crise sur le grand public, le relais est pris par le canal professionnel sur cette sortie de crise, et donc globalement de très bons résultats sur 2 ans. L'équilibre entre le canal professionnel et le canal grand public se situe aujourd'hui à 78% sur le canal professionnel et 22% sur le canal grand public. Alors, dans la lettre aux actionnaires, on va revenir sur la diapositive précédente. Dans la lettre aux actionnaires, vous voyez qu'il y a une société qui fait des performances tout à fait hors du commun en ce moment. C'est la société la plus ancienne du groupe, celle qui a été créée par Guy Vincent en 1968, Thermador. Cette société est tout particulièrement bien positionnée dans la rénovation, dans le marché de la rénovation énergétique. Pour vous donner une idée de la progression de Thermador depuis le début de l'année, cette société a une progression de chiffre d'affaires depuis le début de l'année de 20 millions. Donc c'est tout à fait remarquable
est exceptionnelle. Un petit clin d'œil aux équipes Thermador, puisque cette société est en passe de terminer l'année comme étant la plus grande société du groupe. Bon, je dirais que c'est le résultat de beaucoup de travail d'un bon portefeuille fournisseur, d'un bon suivi des clients. Donc bravo à Thermador pour cette performance tout à fait exceptionnelle. Nous donnons ensuite des nouvelles du marché au travers de deux indices que nous suivons régulièrement, qui sont l'indice Bricobrief, qui reflète l'activité des grandes surfaces de bricolage. Et là, pas de surprise, nous vous avions prévenu, nous sentions que cette activité grande surface de bricolage était en légère décroissance. Il faut dire qu'en 2020, la croissance avait été tellement importante qu'il est normal qu'à un moment donné, cette activité atterrisse. Donc vous voyez que tout à droite de ce tableau, on voit qu'au mois d'août, le chiffre qui nous est remonté par cet indice est là aussi négatif, ce qui explique également les moins bonnes performances de nos filiales. En revanche, dans le domaine B2B et tout particulièrement dans le chauffage sanitaire, qui est représenté par la FNAS, vous voyez que tout est dans le vert depuis juin 2020. Et c'est une année, l'année 2021 restera sans doute comme une année assez exceptionnelle dans ces métiers-là. Vous voyez qu'à la fin du mois d'août, au cumul, la FNAS, c'est-à-dire tous les grossistes sanitaires chauffage en France, affiche une croissance de quasiment 30%, ce qui est tout à fait remarquable et exceptionnel. Un petit mot sur les logements neufs et l'activité logement neuf en France. Alors, je rappelle en préambule que cette activité logement neuf, pour le groupe, ne représente que 8 ou 9% de l'activité consolidée du groupe. Cependant, il est vrai que, comme on dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Quand le logement neuf, ça entraîne beaucoup de choses dans le logement. Vous voyez sur cette courbe, d'une part, les dépôts de permis de construire, c'est la courbe bleue qui est en haut, sur une longue période, puisqu'elle démarre en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a un fort redémarrage des permis de construire. Peut-être allons-nous arriver à dépasser les 500 000 permis de construire par an, qui est toujours un objectif politique important. En revanche, nous voyons sur la courbe qui est juste en dessous, les mises en chantier. On voit que depuis quelques mois, ces mises en chantier ont du mal à suivre la croissance des permis de construire. Ça signifie sans doute que nous avons en France des problèmes de main-d'œuvre pour mettre en chantier et éventuellement des problèmes de matériel aujourd'hui. Alors, Patricia, tu nous dis quelques mots des faits marquants sur ce troisième trimestre? Oui, donc comme tu l'avais évoqué, tu as parlé donc à un moment donné des résultats de Thermador, donc notre filiale, enfin notre doyenne. Effectivement, cette filiale profite de la rénovation énergétique et des mesures qui existent déjà depuis quelques exercices. Donc là, nous avons effectivement une confirmation par les pouvoirs publics du mécanisme de MaPrimeRénov', avec donc un montant de 2 milliards confirmé. Donc ça peut être mis en lien avec la maison individuelle, le financement de rénovation énergétique dans les maisons individuelles. Nous avons également les certificats d'économie d'énergie, donc ils sont financés par les fournisseurs d'énergie, qui peuvent être EDF, GRDF ou également Total. Donc là, ça représente un montant de 4 milliards d'euros. Donc le financement est là. Donc le C2E est peut être plus lié au logement tertiaire. Et nous pouvons dire que le financement est présent. Par contre, de là à dépenser tous ces montants, il va falloir que les installateurs en fait, aient la capacité à installer, donc avec potentiellement un manque de ressources humaines et un manque de matériel. Donc nous allons suivre cela, mais quelque part, ça donne de la visibilité à Thermador sur ce marché-là. Ensuite, dans les autres faits marquants, nous avions donc déjà mentionné cela à fin juin, et tu l'as rappelé donc au travers de l'indice Bricobrief. Donc nous avons un fléchissement net des chiffres dans le canal grand public, qui sur le troisième trimestre affiche en fait une baisse de chiffre d'affaires de moins 10%. Donc ça concerne Mecafer, Domac, Dipra et Rousseau.
Ensuite, dans les autres éléments à mettre en avant, ça concerne la hausse des prix des containers, donc du transport en provenance d'Asie, qui reste très élevé. Donc nous anticipons un maintien de prix élevé jusqu'à fin décembre 2021 et très certainement sur le premier semestre 2022, avec peut-être une amélioration après la fin du Nouvel An chinois qui est prévue en février 2022. Concernant les hausses de prix, donc depuis le début de l'année, nous avons fait rencontrer des hausses de prix importantes de la part de nos fournisseurs. Un certain nombre de ces hausses de prix ont été répercutées à nos clients, mais pas dans l'intégralité, ce qui va impacter notre marge commerciale sur le deuxième semestre 2021. Concernant donc notre stock, nous avons voulu donner un peu plus d'informations sur la valeur de notre stock à fin septembre. Donc nous avions communiqué sur la base des résultats semestriels d'un niveau de stock bas qui était en reconstitution. Donc là on le voit que mécaniquement on a une reconstitution de nos niveaux de stock. Cependant, il y a quand même des délais supplémentaires de livraison. Nous l'expérimentons sur nos fournisseurs asiatiques. Par contre, nous souhaitons rappeler que 2/3 de nos approvisionnements viennent d'Europe. Donc l'exposition, finalement, avec ces délais supplémentaires, qui peuvent aller jusqu'à 7 mois de délais supplémentaires, donc est limitée à 1/3 de nos achats. Et donc c'est effectivement lié à ce qui se passe sur la Chine, puisque nous sommes donc en relation très étroite avec nos fournisseurs chinois, qui nous annoncent des fermetures d'usines de 2, 3 à 4 jours par semaine. Donc voilà, donc ça met une certaine tension sur nos achats en provenance d'Asie. Donc on a voulu effectivement aussi donner un peu plus d'indications, puisque ça peut avoir des répercussions sur nos délais de livraison à nos clients. Donc dans notre lettre aux actionnaires, nous avons voulu mettre en avant le nombre de références qui en fait ont un délai de livraison un peu retardé. Donc ça représente 1400 références sur un total de 80 000 références dans les catalogues de nos filiales. Donc quand on fait le calcul, c'est 1,8% et ça représente un chiffre d'affaires en année pleine de 4,5%. Donc cela ne représente pas un chiffre d'affaires perdu, ça représente un chiffre d'affaires qui va être potentiellement décalé. Donc nous avons des propositions à faire à nos clients avec des produits de remplacement, puisque nous avons des gammes qui sont profondes, qui nous permettent cela. Et nous avons également une compréhension de la part de nos clients qui acceptent des décalages de livraison compte tenu des pénuries qui ont été rencontrées sur l'année et des délais d'approvisionnement qui sont un peu expérimentés par nous, mais également par nos clients. Je voulais rappeler, je vais demander juste le montant des investissements, puisqu'on nous demande assez souvent quel sera le montant de nos investissements en 2021. Donc nous avions en fait annoncé un montant de 13 millions à l'année. Ce montant va être tenu. Dans ces 13 millions, il y a 8 millions qui correspondent à des investissements immobiliers. Donc c'est une année forte en termes d'investissement et j'en parlerai un petit peu plus tard dans les projets. Le reste des investissements, c'est plutôt lié aux investissements dans nos filiales. Il y a des projets informatiques et après des changements d'équipement, des investissements un peu classiques. Alors, quelques mots sur les perspectives. Perspectives court terme, perspectives long terme. Alors, vous savez que dans le groupe Thermador, les perspectives long terme signifient des perspectives à 10 ans. Au début de l'année, dans notre document de référence, nous avions évoqué notre souhait, notre volonté, notre ambition de doubler la taille du groupe sur une période de 10 ans. Il est clair que l'année 2021 nous permet de voir les choses plus sereinement. Autrement dit, nous avons pris durant cette année 2021 un petit peu d'avance sur le plan de marche. On peut le dire aussi d'une autre façon, il ne faut pas s'attendre, à mon avis, en 2022 à des croissances très importantes.
puisque nous avons déjà un premier semestre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, un premier semestre qui va être très difficile à égaler. Donc, ce qu'il faudra toujours regarder, c'est la croissance sur plusieurs années, et c'est ça qui nous intéresse dans le groupe Thermador, c'est pour nous le plus important. Sur la fin de l'année, nous avons l'intuition que la marge commerciale risque de s'effriter un petit peu, puisque nous allons subir la vague des hausses avec tous les achats que nous faisons actuellement et les produits que nous réceptionnons. Donc un fort impact sur nos prix de revient, et nous pensons n'avoir pas encore tout répercuté à nos clients, ce qui peut provoquer un petit pincement sur cette marge commerciale. Pour autant, sur la marge opérationnelle, nous restons tout à fait confiants sur la marge opérationnelle du groupe sur l'intégralité de l'année, du fait des très bons résultats que vous avez constatés sur le premier semestre, et qui vont rester une base pour de très bons résultats sur l'année globale, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en résultats d'exploitation. Patricia l'a bien dit, la rénovation énergétique des bâtiments est un levier important de la croissance du groupe dans les prochaines années. Alors quand notre cher Premier ministre Jean Castex nous a fait une annonce de 2 milliards sur MaPrimeRénov' en 2022, ce n'est pas une annonce uniquement pour 2022. Je pense que les dirigeants, les gouvernements qui vont suivre vont poursuivre cet effort sur plusieurs années. Nous avons entendu un engagement sur 5 ans, espérons que les politiques tiennent leurs promesses, mais clairement on est sur un mouvement de fond qui vise à économiser l'énergie des bâtiments, et donc sur une longue période. Alors qu'est-ce que nous pouvons vendre clairement pour la rénovation énergétique des bâtiments? Des accessoires autour des pompes à chaleur, et vous savez que les pompes à chaleur aujourd'hui sont plébiscitées par beaucoup de Français pour soit des logements neufs, soit remplacer des systèmes plus anciens comme les chaudières fuel par exemple, ou les chaudières gaz. Mais également des accessoires autour des chaudières à combustible solide qu'on retrouve dans beaucoup de campagnes françaises. Et ces chaudières à combustible solide sont intéressantes pour l'économie d'énergie. Il leur faut des accessoires spécifiques que nous commercialisons également. Nous nous intéressons également à tous les accessoires, mais également aux panneaux solaires hydrauliques. Donc il ne s'agit pas de panneaux photovoltaïques, mais de panneaux hydrauliques dans lesquels circule de l'eau. C'est un système qui est extrêmement efficient et quand il est bien fait, très efficace et très économique. Nous sommes également en mesure de vendre des ventilations mécanisées double flux, très vertueuses dans l'économie d'énergie, vendues par Accelère. Et nous avons également dans nos gammes les plafonds rayonnants du chaud et du froid, plafonds rayonnants rafraîchissants qui peuvent être une très belle alternative à la climatisation, et tout particulièrement dans les logements bien isolés. Donc on peut demain amener une solution très, on va dire, peu gourmande en énergie et très efficace pour le rafraîchissement des bâtiments, alternative à la climatisation classique. Donc voilà tout ce qui peut nous permettre demain d'être des acteurs de la rénovation énergétique. Est-ce qu'on peut dire quand même que sur ces produits-là, on a plutôt une source d'approvisionnement européenne? Oui, en grande partie. C'est en très très grande partie, tous ces produits que je viens de citer sont européens. Donc nous avons cité dans la lettre aux actionnaires des fournisseurs qui nous soutiennent, qui investissent, qui croient dans nos projets, qui sont innovants. Alors vous connaissez la Calefi, bien évidemment, puisqu'on en parle souvent. Nous avons également cité Cordivari, qui est un fabricant italien de ballons tampons, qui est là aussi à nos côtés et qui investit dans ses capacités de production. DAB, la société qui vend les circulateurs mais également les pompes à Jetly, un partenaire, le deuxième partenaire du groupe, qui investit là aussi pour des produits innovants. Zilmet, fabricant italien de vases d'expansion, et j'ai cité les VMC double flux qui sont fabriqués par la société Vortis italienne. Je terminerai le bal des fournisseurs européens avec Acom,
qui est un fournisseur de tubes que vous connaissez peut-être, et qui est partie prenante dans les plafonds rayonnants. Donc voilà pour le tour d'horizon des fournisseurs. Et Patricia, tu as tout à fait raison de souligner que ces fournisseurs-là sont européens ou français et ne présentent pas actuellement de risque quant à la capacité qu'ils ont de nous livrer les produits. À l'international, nous voyons les choses avec le sourire, puisque nos équipes peuvent à nouveau visiter leurs clients et on compte bien redémarrer une croissance plus dynamique sur l'international et tout particulièrement avec notre filiale Safeco. C'est vrai que cette filiale nous avait habitués à des croissances à 2 chiffres et nous espérons bien avec Lionel Monroe recoller avec cette bonne habitude pour les mois et les années qui viennent. Patricia, pour le reste des perspectives, les projets structurants? Sur les projets structurants, donc, je parlais tout à l'heure d'investissement immobilier. Donc, dans nos projets 2021, nous avions 2 projets importants, donc même 3, puisqu'on avait le projet sur Aello avec un bâtiment. Donc, ça, c'est une réalisation du mois d'avril 2021. Également, nous aurons donc Accélère qui bénéficiera d'une cellule logistique et de ses bureaux pour la fin de l'année. Et FG Inox qui pourra déménager sa plateforme logistique donc à Saint-Quentin-Fallavier avec une plateforme de 7500 m², avec effectivement un équipement logistique automatisé. Donc un investissement à la fois pour la SCI Telly, la société civile immobilière du groupe, et pour FG Inox. Dans les autres projets 2021, donc le projet de Dipra Rousseau, donc ces 2 entités ont maintenant, depuis maintenant la 2e année, une dirigeante, Laure Empereur, une dirigeante unique. Maintenant, nous avons un comité de direction donc, qui est constitué autour de Laure Empereur. La prochaine étape sur 2022 sera donc la migration de Rousseau sur notre ERP groupe et également, suite à cela, donc la fusion juridique entre Dipra et Rousseau. Donc nous aurons une nouvelle entité juridique avec un nouveau nom que nous ne connaissons pas pour l'instant. PB Tube Thermacome, donc 2 filiales qui œuvrent de façon commune, qui ont constitué, donc qui ont travaillé sur une offre sur les plafonds rayonnants. Donc nous avons maintenant une offre commerciale que l'équipe commerciale de PB Tube et Thermacome peuvent mettre en avant auprès de leurs clients. Et après, les synergies sur lesquelles un travail est avancé, c'est la partie logistique avec du stockage chez PB Tube pour le compte de Thermacome. Est-ce que tu veux rajouter des éléments par rapport à ça, par rapport à PB Tube et Thermacome? Oui, je dirais que c'est une acquisition que nous avons faite, rappelez-vous, en plein dans le premier confinement, donc c'était quand même dans le jargon un petit peu sportif, mais nous sommes tout à fait satisfaits de l'intégration progressive de Thermacome au sein du groupe. Je pense que c'est quelque chose qui se passe bien. Les 2 ex-concurrents, PB Tube et Thermacome, sont maintenant des sociétés sœurs qui travaillent conjointement sur un secteur d'avenir. Donc c'est a posteriori, vraiment, nous nous félicitons d'avoir réalisé cette opération et d'avoir su garder avec Acome, qui nous a vendu cette société, de très bonnes relations clients-fournisseurs. Après, l'intérêt, quand je parlais d'offres commerciales pour PB Tube et Thermacome, le fait d'avoir rapproché ces 2 sociétés, d'avoir travaillé sur une offre commerciale commune sur les plafonds rayonnants, leur permet d'adresser la maison individuelle, mais d'aller aussi sur du logement collectif. Donc à 2 sociétés, elles vont peut-être un petit peu plus loin. Il est clair que c'était un des buts de cette opération, c'était d'être plus fort pour développer ces solutions innovantes. Donc le plafond rayonnant est un marché qui naît en France, qui reste pour le moment un marché de niche, mais qui est en plein développement. Et le fait d'être 2 sociétés permet d'investir plus et de développer une gamme complète, à la fois sur la maison individuelle, le collectif et le tertiaire, ce que nous sommes en train de faire pour couvrir véritablement tous les besoins. Dans les autres projets et perspectives 2021,
Donc nous avons travaillé sur, notre bilan carbone complet. Donc nous serons en mesure en fait fin décembre 2021 d'avoir un bilan complet qui se rapporte en fait au cycle de vie de nos produits, qui est quand même relativement important parce que ça fait plus de 90% de notre empreinte carbone. Donc l'objectif, c'est de communiquer ce chiffre et de travailler sur des plans d'action en partenariat avec nos fournisseurs, puisque c'est lié à la fabrication, au choix des matières utilisées. Donc nous remercions quand même les 4 équipes qui ont travaillé sur ce projet, qui sont l'équipe de Jetly, Thermador, PB Tube et Sferaco. C'est un investissement supplémentaire, mais quelque part c'est une attente des investisseurs, de nos actionnaires, et ça va nous permettre de continuer nos efforts dans notre politique de stratégie, dans notre politique liée à l'enjeu climat et dans la diminution de notre empreinte carbone. Donc tout cela, il nous fallait des chiffres, une méthodologie et après des plans d'action concrets. Même si nous sommes quand même sur des produits où on parle de rénovation énergétique, donc quelque part c'est positif pour l'environnement. On parle également, on a toujours parlé dans le groupe Thermador de l'importance du service après-vente. Et donc ça, c'est vrai nous réparons nos produits. Donc dans notre empreinte carbone, nous prendrons en compte ces impacts-là, l'impact du service après-vente et l'impact positif de nos produits en termes de réduction d'énergie. Ensuite, le dernier élément, ça concerne le stock et approvisionnement. En termes de perspective, c'est vrai que c'est important de cet aspect-là, puisqu'on voit une certaine tension sur les approvisionnements en provenance de Chine. Donc, je rappelle, 1/3 de nos achats. Donc, il nous faut de la vigilance par rapport à cela. On a des délais qui s'allongent. Le fait que nous soyons des partenaires de longue date avec certains fournisseurs chinois nous donne en fait une force supplémentaire. Et l'autre point, c'est la surface financière. Donc Thermador Group a toujours une réputation d'accompagner, de payer en temps et en heure. Donc ça, cette régularité, cette bonne image nous permet également de pouvoir mieux négocier avec nos fournisseurs. Donc cela fait partie des points de vigilance pour la fin de l'année et pour le premier semestre 2022. Donc le stock en augmentation, mais avec toujours un point de vigilance par rapport à son niveau. Bien, nous allons passer aux questions. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les 73 personnes qui sont actuellement sur le webinaire. Merci à vous pour votre présence. C'est extrêmement touchant de vous avoir, et tout particulièrement Geneviève et Hubert qui sont présents, qui sont 2 fondateurs du groupe. Donc pour nous, la symbolique est forte, avoir des fondateurs qui sont toujours au capital, mais qui également s'intéressent à nous, nous suivent, nous transmettent régulièrement des messages d'encouragement, voire de remerciements. Donc c'est à nous de les remercier ce soir puisqu'ils sont là, et vraiment ça nous fait plaisir. J'ai vu aussi que Hervé Le Guillerme, Jean-François Bonnefond, qui étaient directeurs généraux délégués du groupe Thermador, qui sont maintenant, on va dire, d'heureux retraités. Enfin, je l'espère qu'ils sont heureux, enfin, je sais. Merci à eux pour leur présence. Je ne vais pas citer tous les gens du groupe qui sont présents, mais vous voyez, on a dans ce panel de personnes présentes au webinaire à la fois des salariés, des anciens dirigeants, des fondateurs, mais également des actionnaires, et des actionnaires très importants, hein, puisque nous avons autour de ce webinaire les plus gros actionnaires du groupe. Donc merci pour votre support, votre écoute, et ça nous fait vraiment plaisir. Alors, la première question de Monsieur Triquenot, je voudrais qu'il la précise, parce qu'il nous demande pourquoi nous parlons des chiffres au 30 juin. Je les ai cités comme étant des chiffres importants, mais le but de ce soir est quand même de commenter les chiffres fin septembre, les chiffres de la lettre aux actionnaires numéro 104. Donc peut-être que nous nous sommes mal exprimés, mais il s'agit bien de ces chiffres-là. Ensuite, nous avons une question sur les IFRS. Alors, pourquoi est-ce que nous publions nos chiffres en normes comptables IFRS? Parce que nous sommes une société cotée sur le marché réglementé. Donc c'est une obligation. Très sincèrement, si nous devions faire un choix, et si nous avions le choix
nous éviterions les IFRS parce que ça fait beaucoup de complexité pour un impact sur nos comptes qui est relativement faible. Et je vais passer la parole à Patricia pour les IFRS parce que ma compétence s'arrête là. C'est des sujets assez techniques et je pense qu'elle va vous expliquer la différence entre les normes IFRS et les questions qu'on nous pose, 15, 16, qui ne sont pas la norme en général. N'est-ce pas, Patricia? Donc l'IFRS 15, en fait, nous reportons notre chiffre d'affaires selon l'IFRS 15, qui est l'IFRS qui, en fait, détermine la façon dont on reconnaît notre chiffre d'affaires. Donc voilà, donc c'est l'impact IFRS 15 au niveau de notre chiffre d'affaires. Ça concerne des participations publicitaires que nous en fait, payons à nos clients. Donc voilà, des vitrines par exemple, des mises en avant de nos produits. Et nous sommes facturés par nos clients pour cela. Donc ces participations publicitaires, nous les remontons en fait en moins de notre chiffre d'affaires. Donc voilà l'impact de l'IFRS 15. Donc le chiffre d'affaires est reporté selon l'IFRS 15, qui définit comment en fait on détermine nos revenus, notre chiffre d'affaires. L'IFRS 16, lui, par contre, touche plutôt les actifs qui sont en location. Donc, quand on a un bail, par exemple, c'est le cas actuellement de FG Inox. FG Inox est en location dans ses bâtiments. Et donc, nous devons, selon les IFRS 16, constater finalement le fait que ça représente un actif. Donc, on constate la valeur du bâtiment dans notre actif et de l'autre côté la valeur des dettes. Alors, donc c'est deux choses différentes. Pour moi, IFRS 16, vous le voyez plutôt en fin d'année, voilà, sur la partie bilan, on va dire. IFRS 15, ça concerne essentiellement le chiffre d'affaires. Alors, si nous étions en normes comptables françaises, est-ce qu'il y aurait vraiment des différences très importantes sur les résultats du groupe, le chiffre, le résultat d'exploitation? Alors, au niveau du résultat, je suis taquin avec Patricia ce soir. Ouais. Mais au niveau du résultat, l'impact des IFRS est très limité. Voilà, c'est de l'ordre de 10 000 euros, donc c'est très peu. Voilà. Par contre, au niveau de notre bilan, effectivement, le fait d'arrêter les comptes selon les IFRS a un impact plus important puisqu'on reconnaît la valeur de l'actif des bâtiments que nous louons. Donc ça peut représenter un impact un peu plus important avec des valeurs d'immobilisation et une valeur de dette. Donc c'est de mémoire, ça doit être un impact de 10 millions d'euros. Donc là, c'est la majeure différence. Alors, une question de Jean-Pierre que profitons pour saluer. Jean-Pierre fait partie des actionnaires qui connaît vraiment très très bien le groupe Thermador, qui travaille beaucoup avec des questions extrêmement pointues. Alors, quels sont les budgets CAPEX 2022-2023? Nous n'avons pas fait de budget pour le moment sur 2022-2023. Nous travaillons sur les budgets plutôt au mois de janvier. Oui. Moi, l'intuition que j'ai aujourd'hui, c'est que nous allons rester sur des niveaux d'investissement élevés parce que le besoin des filiales en bâtiment est important, le besoin des filiales en outils informatiques est important. Et ne serait-ce que pour ça, je pense qu'on va rester, je dirais même en équipement logistique, donc je pense qu'on va rester sur des niveaux importants, sans doute pas loin de 10 millions d'euros sur l'année prochaine. Voilà, ça c'est quand même, ça n'engage que moi, mais il sera intéressant peut-être que Patricia a un autre avis sur le sujet, mais ce sera intéressant de voir finalement les projets d'investissement des filiales que nous consoliderons. Et je pense qu'au mois de février, on aura quelque chose d'assez précis. Patricia, qu'est-ce que tu penses de mon intuition? Je pense que, moi, je rajouterais juste sur la partie immobilière, l'année 2021 était une année forte en investissement, puisque nous avions investi à la fois pour Aelo, Accélère et FG Inox. Donc, on peut dire que c'est une année forte. Dire que nous allons reproduire les 8 millions d'euros sur 2022 sur l'immobilier, je pense que ça sera un petit peu moins. Alors après, c'est peut-être récompensé par d'autres investissements qui seront dans les filiales et qui seront plus sur de l'automatisation dans les entrepôts, potentiellement. Après, dans les projets immobiliers, on parle de notre filiale Thermador. Je pensais à elle, justement. Voilà. Donc Thermador, effectivement, est sur une croissance
importante de chiffre d'affaires, qui elle a besoin de stock. C'est la filiale qui est dans le plus vieux bâtiment également. Donc là, une étude a commencé. Nous allons en fait définir exactement le besoin de cette filiale et voir comment nous pouvons les accompagner et accompagner leur croissance. Une question de Monsieur Sauze, je ne sais pas si on dit Sauze ou Sauzé, Sauze on va dire. L'impact de la pandémie sur la société. Alors là, je vais faire un rétro-planning très très rapide. Nous avons, comme toutes les entreprises en France, lors du premier confinement, subi un impact très fort. C'était l'occasion pour nous de communiquer d'une manière très très régulière sur l'impact sur le chiffre d'affaires. Fort heureusement, le rebond qui a suivi ce premier confinement nous a été favorable et nous avons loué l'implication de nos équipes, la qualité de notre stock, de notre organisation pour profiter entre guillemets de ce rebond. Et finalement, nous avons terminé l'année 2020 en progression de chiffre d'affaires, ce qui n'était pas du tout vendu quand cette crise a commencé. Alors, si on prend le chiffre d'affaires, la croissance organique plus la croissance externe que nous avons réalisée en 2020, nous étions sur une progression de chiffre d'affaires de 7%. Depuis 2021, c'est révélé comme une année extraordinaire. Donc, je dirais que le groupe Thermador, comme nous le disaient d'ailleurs souvent les fondateurs, en règle générale, tire son épingle du jeu au moment des crises, puisque nous avons des organisations qui sont extrêmement résilientes. Une question sur les approvisionnements et le fait que nous ayons une certaine tension sur nos approvisionnements chinois. Est-ce que ça peut nous amener à repositionner des approvisionnements sur l'Europe, par exemple? Oui, alors tout à fait, ça peut nous amener à repositionner des approvisionnements sur l'Europe, pour autant que l'utilisateur final, le consommateur final, que ça soit d'ailleurs un particulier ou une industrie, souhaite ou veuille ou accepte de payer la différence, puisqu'il reste quand même sur un certain nombre de matériels, entre des produits européens et des produits fabriqués en Chine, des écarts de prix très importants. Donc il y a toutes ces problématiques à prendre en œuvre, il y a aussi à prendre en compte, il y a aussi de notre part un respect profond pour des partenaires, qu'ils soient de toute nationalité, avec qui nous avons fait un long parcours et que nous n'allons pas laisser tomber au premier coup de vent, même s'ils sont chinois. Donc je dirais que s'il y a des évolutions, elles se feront d'une manière raisonnée et sans doute assez lente. La question concernant le rachat d'actions, donc nous avons effectivement prévu dans nos résolutions des rachats d'actions potentiels. Pour l'instant, il n'y a pas de plan défini sur 2021. Donc on en a racheté, en fait, si on en a quand même racheté Oui. un petit complément, puisqu'il y avait une opération d'action gratuite à destination d'Aelo et d'Accélère. Donc ça, c'est ce qui a été fait à la fin juin 2021. Après, est-ce qu'il y en aura d'autres de prévus? Pour l'instant, on n'a pas d'anticipation à ce niveau-là. Alors la question était plus précise, c'était est-ce que nous comptons racheter des actions pour les annuler? Alors c'est des opérations qui sont très bien vues de la part des actionnaires d'Apple par exemple. Apple qui dort sur une montagne de cash, ce n'est pas tout à fait notre cas, même si notre situation financière est très bonne. D'autre part, nous sommes quand même une société de taille moyenne. Nous avons besoin de liquidité sur le marché, c'est-à-dire la possibilité pour les actionnaires d'acheter et vendre des titres facilement. Et je dirais que ça peut faire partie de nos handicaps aujourd'hui auprès des investisseurs institutionnels. Certains nous disent que nous ne sommes pas assez liquides, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de titres à acheter et vendre tous les jours pour intéresser de grands investisseurs. Donc ce n'est pas du tout notre objectif à moyen et court terme, à court et moyen terme, de retirer et d'assécher un peu plus ce marché qui mériterait un petit peu plus de liquidité. J'ai oublié de répondre à une question de Jean-Pierre, donc je reviens sur la croissance externe. Ouais. Alors, est-ce qu'on a plus d'appétit pour la croissance externe? Comme vous le savez, on s'était engagé pendant 2 ans à ne pas faire d'opérations externes et nous consacrer à l'intégration des sociétés récemment arrivées dans le groupe Thermador. Cette période de 2 ans se termine à la fin de l'année 2021. Donc oui, nous avons
franchement le souhait de faire des acquisitions. Pour autant, il faut que ça soit dans le cadre stratégique du groupe, que ça soit à un prix acceptable, que les cultures d'entreprise conviennent et que des sociétés qui nous intéressent soient à vendre. Donc ça fait beaucoup de si qui font que la probabilité d'une croissance externe importante ou significative en 2022 est, de mon point de vue, relativement faible. Donc après, nous avons une question sur la valeur de notre stock. Donc effectivement, en fait, nous l'avons communiqué, donc elle est en hausse. On est sur un montant à 138 millions. Après, dire combien la question, ça représente combien de mois. Habituellement, sur les fournisseurs italiens, européens, on est plutôt sur 3 à 4 mois de stock. Par contre, sur la partie asiatique, on est plutôt sur 6 mois. Donc, on avait le souhait de communiquer le nombre de jours d'achat consommés, c'était notre souhait, mais en termes de communication, puisqu'on n'a pas pu le faire, mais on est supérieur à 4 mois. Voilà, alors ces éléments précis, on vous les donnera à la fin de l'année. Alors, je rappelle que le raisonnement est inverse, c'est-à-dire que notre premier objectif, c'est de livrer les clients qui sont, les produits qui sont au catalogue, donc satisfaire nos clients. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Comme le disait Guy Vincent, pas de rupture de stock dans le groupe Thermador. Donc, on reste avec cet objectif-là. Le niveau de stock que nous avons est la conséquence de cet objectif. Et donc, nous faisons totalement confiance aux filiales pour tenir cet objectif en étant tout à fait rigoureux sur le montant des stocks et en ayant un stock de bonne qualité, c'est-à-dire des produits qui tournent. Mais nous sommes tout à fait prêts à tenir en stock des produits à très faible rotation pour avoir une offre complète, pertinente, et notamment dans le domaine de la robinetterie industrielle, où nous avons des extrêmes de gamme à faible rotation. Après, l'autre question, ça concerne la valeur de l'action, parce que nous sommes à un niveau de 94-95 euros, et à savoir si nous envisagions un split de la valeur du nominal, une division du nominal. Donc effectivement, nous l'avons fait 2 fois par le passé, de mémoire, en 2012 et 2018. Donc après, ça peut faire partie des choses à étudier. La seule chose, c'est que quand on a fait ça, l'impact qu'on le recherchait, c'est plus de liquidité sur le titre. Et au final, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y a pas eu un effet très positif sur le niveau de liquidité. Ça n'a pas augmenté notre liquidité. Voilà. Après, donc, dans les autres conséquences, plus d'actions, on a des frais liés en fait à notre cotation qui augmentent mécaniquement. Je pense que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, l'avantage que ça peut présenter, c'est un avantage psychologique. Et c'est vrai que la psychologie en bourse joue beaucoup. Une action qui est au-dessus de 100 euros est une action chère. En dessous de 100 euros, une action plus abordable. Bon. Cela étant, vous savez, nous avons un modèle en matière de suivi actionnarial. Ça reste quand même l'Air Liquide, que nous saluons ce soir. L'Air Liquide aujourd'hui se situe largement au-dessus de 100 euros. Avoisine a même frôlé dépassé les 150 euros cette année. Donc, et pour autant, l'Air Liquide n'a pas divisé son nominal avec un parterre d'actionnaires individuels extrêmement important. Cela étant, c'est une réflexion qu'on doit mener et si on le fait, on proposera cette résolution en Assemblée Générale et finalement, c'est vous qui déciderez si c'est pertinent ou pas. Pour l'actionnaire que vous êtes, ça ne change pas grand-chose. Hein. Vous avez 100 actions et le lendemain 200, mais la valeur de ce patrimoine ne change pas du jour au lendemain, vous le savez, c'est exactement la même chose. Alors, un petit peu plus liquide. L'autre question, c'est quels sont les produits les plus impactés en termes d'approvisionnement? Donc ça, c'est une question un peu... Enfin, après, c'est un peu compliqué de répondre à cette question de façon... Alors si, je vais quand même répondre sans être trop précis, parce que nous sommes très très transparents, vous le savez, et nous ne voulons pas non plus donner trop d'informations à nos chers confrères. Pour autant, il est clair que tous les produits, alors c'est un tiers de nos achats, hein, les produits en provenance de Chine peuvent être en difficulté dans certains cas, mais plus particulièrement certains produits dans le domaine des grandes surfaces de bricolage, parce qu'ils ont subi
durant les mois passés, des hausses très très importantes. Alors même si sur ces derniers mois, ça s'est quand même un petit peu calmé, on a eu sur certains de nos produits vendus en grande surface du bricolage des hausses tout à fait inhabituelles, ce qui a mis en tension toute la chaîne, à la fois la chaîne de fabrication et la chaîne logistique. Voilà, mais sans être trop précis sur ce sujet, de manière à pas... Après, on a quand même l'habitude d'avoir en fait des produits aussi. Enfin, on a toujours dans nos gammes une telle profondeur que quand on a un produit en fait d'origine asiatique, on peut avoir un produit d'origine européenne qui peut avoir un usage très proche. Et donc après, c'est là où, quand on parlait de nos 1400 références sur lesquels nous avons des décalages de livraison, on a cité le fait qu'on était capable d'offrir des produits en remplacement. Après, c'est l'effort de prix, mais on est capable de faire ces efforts-là. Et donc, on n'est pas en fait. Le fait qu'au niveau de l'Asie, ça se durcit, l'impact, on le verra plus sur le premier semestre 2022. Donc, nos équipes achats continuent de travailler. On a donc quand même la confiance de nos fournisseurs asiatiques. Donc voilà, donc on continue notre travail pour pouvoir en fait limiter cet impact-là, quitte en fait à adresser au niveau de la partie finance. Voilà, on a quand même des atouts par rapport à nos fournisseurs. Nous avons épuisé vos questions. J'espère que ce n'est pas vous que nous avons épuisé. Donc ça fait 45 minutes que nous sommes ensemble. Moi, je propose qu'on termine ce webinaire, à moins qu'il y ait une dernière question. Le prochain rendez-vous en communication financière, c'est le chiffre d'affaires annuel du groupe. Donc ce sera mi-janvier de l'année prochaine. Et puis après, le résultat du groupe, mi-février, on va dire sur la 3e semaine de février, avec, comme vous le savez, très rapidement pour vous, notre document d'enregistrement universel en ligne dès le mois de février, ce qui vous permettra d'avoir une vision en français et en anglais. En français et en anglais. Je rappellerai peut-être un prie, rendez-vous, parce que par rapport à... Ah oui, très important. On a Investir Day, donc c'est une rencontre avec nos actionnaires individuels. Donc nous avions l'habitude de participer au salon actionnariat qui malheureusement s'est arrêté. Donc nous serons présents le 23 novembre à Paris, Palais Brognard. Donc voilà, donc vous pouvez regarder sur notre site internet pour vous enregistrer au préalable, et nous serons heureux de vous accueillir physiquement, puisque voilà, nous serons présents sur un salon en présentiel. Oui, ça y est. Donc voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, et finalement on s'était inscrit aux 2 événements, et donc il y en a un qui est maintenu, donc voilà, on est plutôt content. Bien, il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée, un très bon week-end, et à très bientôt. Très bon week-end à vous, à bientôt.